Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode qui met à l'honneur le métier des RH. Un métier dont je tiens à saluer l'engagement sans faille, d'une manière générale, mais tout particulièrement en ces temps de pandémie. Ils ont su pivoter sans cesse pour répondre à chaque nouvel enjeu. Et c'est sans doute pas terminé. C'est un article titré « Des RH, une fonction enthousiasmante », publié sur LinkedIn en janvier dernier, qui m'a donné envie d'interviewer Benoît Ritzler. Benoît est directeur des ressources humaines, de la communication et du pilotage de la transformation chez Crédit Agricole Technologies et Services. Benoît partage ici sa lecture des enjeux de la fonction RH et il nous ouvre aussi les coulisses de la transformation de l'équipe Technologies et Services du Crédit Agricole. De quoi changer très certainement votre vision de la banque et surtout vous donner des clés pour piloter vos propres transformations. Avant de laisser place à notre conversation, un petit encouragement à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou noter le podcast si l'épisode vous a plu. Bonne écoute. Bonjour Benoît. Bonjour Delphine. Merci d'avoir accepté mon invitation suite à la lecture de votre article sur LinkedIn qui titrait « Des RH, une fonction enthousiasmante ». Et je crois qu'au cœur de cette crise sanitaire, au moment où les DRH agissent comme pompiers, ont une pression dingue parce qu'en fait, on leur demande presque d'avoir les réponses que l'État ne nous apporte pas. C'était chouette de lire une fonction enthousiasmante parce que je suis convaincue que ça le reste, mais contextuellement, ça doit être compliqué quand même. Ouais, et à la fois, cette crise a eu, si ce n'est le mérite, au moins pour conséquence, de mettre la fonction RH justement au cœur de nos organisations, au cœur de l'écosystème de l'entreprise et au cœur de la gestion de la crise. Et c'est aussi enthousiasmant pour cela, parce que dans un moment normal de la vie de l'entreprise, parfois la fonction RH, on l'oublie un peu. Elle devient une fonction support, sans jugement de valeur du tout sur les fonctions support, mais elle devient une fonction dont on ne perçoit pas suffisamment à mon goût l'importance stratégique, notamment en termes d'accompagnement des collaborateurs et de transformation des entreprises. Et je trouve que cette crise a ce mérite-là, de rappeler que la fonction RH, au travers à la fois de sa responsabilité d'accompagnement des collaborateurs, de ses interactions permanentes avec les partenaires sociaux, la DRH s'est rendue indispensable vis-à-vis des instances dirigeantes de nos entreprises. Donc c'est aussi une opportunité finalement. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai une auditrice, Pamela, qui se reconnaîtra, qui travaille sur un podcast. Elle a un projet de podcast pour justement valoriser la fonction RH. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Avec plaisir. Mais vous n'avez pas toujours été dans les RH. Non. Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors moi, je suis tombé dans les RH par accident, pour être tout à fait transparent. Moi, je suis de formation agricole et j'ai démarré ma carrière au Crédit Agricole, bien entendu, sur des fonctions commerciales, puis des fonctions managériales. Et de ces fonctions managériales, j'avais déjà retiré un profond goût pour l'accompagnement des hommes et des femmes. Et un peu par opportunité, en même temps que par accident, finalement, je me suis retrouvé dans les années 2008-2009 responsable d'un service RH d'une caisse régionale du Crédit Agricole à Quimper, dans le Finistère. Et c'est de là qu'est née l'aventure RH. Et j'ai fait mes gammes, je suis ensuite devenu directeur des ressources humaines d'une autre caisse régionale juste à côté dans les Côtes-d'Armor. Et puis je me suis dit que j'ai fait 4 ans comme directeur des ressources humaines et j'ai voulu retourner sur les fonctions commerciales que j'ai exercées pendant 6 ans. Mais voilà, depuis maintenant un peu moins d'1 an, je suis revenu sur les fonctions RH. C'est vraiment celle qui, définitivement, celle dans le cadre desquelles je m'épanouis le plus professionnellement et que je trouve le plus d'utilité et de sens pour moi-même. Benoît, quels sont les enjeux RH pour vous pour 2021 ? Incontestablement, à court terme, le premier enjeu, le premier défi, c'est d'accompagner l'entreprise et les collaborateurs à traverser cette crise.
On est dans un modèle, nous, aujourd'hui, chez Crédit Agricole Technologies et Services, où on est en full télétravail. Et on commence à sentir vraiment là les limites d'une telle organisation, avec, je pense que le mot convient, une certaine forme déjà observée de désociabilisation. Le mot est un peu dur, d'un certain nombre de collaborateurs. Et on a là une vraie attention aujourd'hui à veiller, prendre soin de collaborateurs, veiller à leur équilibre et trouver justement des formules qui nous permettent de rester en contact avec eux et de garder le collectif de l'entreprise en fonctionnement. Vous avez des exemples à nous donner ? Conforme nos managers. Là, on les a d'ailleurs la semaine prochaine. On y passe un peu de temps avec eux pour leur donner des techniques d'animation à distance qui visent simplement à créer du lien et en étant peut-être un peu moins sur le cœur métier ou sur les sujets métiers, en étant un peu plus sur la vie de l'équipe et la vie du collectif. D'autant qu'on n'a pas arrêté d'embaucher et de recruter dans cette période. Donc il y a à peu près là, depuis un an où on a bien 350 collaborateurs qui nous ont rejoints. C'est énorme. C'est énorme. Donc on a des vrais sujets effectivement à la fois d'intégration, de montée en compétences et de vie collective dont il est vraiment important qu'on s'occupe. Effectivement. Et du coup, alors on s'est fait accompagner par un cabinet de formation extérieure qui nous aide, mais on a des initiatives qui sont assez rigolotes sur j'ai un manager qui appelle ça, c'est rendez-vous pyjama ou quelque chose comme ça, où le rendez-vous, c'est le rendez-vous du matin à 8h15, tout le monde se connecte avec le café pour partager des infos de la veille. Et puis, on a décliné toute la méthodologie de l'animation autour des rites agiles, parce qu'on est dans une organisation dite agile. Et donc, on a finalement réorganisé et décliné toute l'animation agile et tous les rites de l'animation agile dans un cadre, effectivement, de travail à distance. Donc, on a des délits qui sont à distance, on a des réunions animées par les Scrum Masters qui sont à distance. Bon, Est-ce que ça vous a amené à imaginer de nouvelles choses, du coup, ou est-ce que vous êtes resté fidèle au process que vous aviez défini ? Je ne sais pas si on a imaginé de nouvelles choses. En tout cas, j'ai le sentiment que on a donné plus de liberté aux managers voire même aux équipes, pour trouver les dispositifs qui leur correspondaient le mieux. Dans ce contexte-là. Et vous les partagez Et on les partage. Et c'est l'objet, effectivement, notamment de la réunion dont je parlais, qu'on a avec nos managers la semaine prochaine, c'est vraiment de partager des expériences, parce qu'il y en a certains qui sont moins à l'aise que d'autres, et fatalement. Et donc, on essaye le plus possible, effectivement, de faire témoigner, de faire parler, de faire prendre la parole, de montrer le champ du possible, de montrer qu'on peut être un peu différent, disruptif, étonnant dans le type d'animation à distance, pour rompre la monotonie simplement d'une visio ou d'un Teams ou d'un Slack ou que sais-je. Et vous avez l'impression que ça fait progresser les managers ? Je ne sais pas si ça les fait progresser. En tout cas, ça les sort de leur rituel habituel. Pardon, c'est pas très joliment dit, mais ça les oblige à sortir de leur concept acquis pour se réinventer. De leur zone de confort aussi. Et bien évidemment de leur zone de confort. Alors, encore que ça, les zones de confort, c'est très différent de l'un à l'autre. On a des managers qui sont très à l'aise à distance. Oui, forcément. Et puis, on a aussi un peu cette culture dans l'entreprise. Notre entreprise, c'est 6 sites principaux. On a quelques sites secondaires qu'on est en train de réorganiser, mais on a 6 sites principaux et des équipes parfois sont partagées entre les 2 sites. Et donc cette capacité d'animer à distance, on l'avait déjà un peu expérimenté par le fait que nos équipes ne sont pas centralisées. Mais là, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Moi, j'ai l'impression, je dis ça avec encore beaucoup de prudence, mais qu'on a appris dans cette crise, ce plan managérial, à lâcher prise. Ah, c'est super intéressant.
Et c'était quelque chose que vous aviez un peu dans votre culture d'entreprise ou pas trop, justement? Parce qu'on est quand même dans une banque. Et oui. Et moi, je fais partie de ceux qui ont la conviction que, à un moment donné, notamment avec nouvelle génération, il faut lâcher prise. Il faut que le manager lâche prise. Il faut que le manager fasse confiance, laisse un espace de liberté et d'expression aux collaborateurs. Le manager qui veut tout contrôler, tout régenter, tout organiser, ça ne marche plus aujourd'hui avec notamment dans le domaine IT, notamment avec les générations qu'on est en train de recruter. Ces jeunes gens demandent de la liberté, demandent de l'autonomie, demandent de la capacité créative. Et tout ça, il faut lâcher prise. Ouais. Et il faut lâcher prise aussi, et c'est ce qu'on a un peu imposé aux managers, enfin, parce que quand on a mis en place au sein de Crédit Agricole Technologies et Services notre grand programme de transformation, pour passer effectivement en mode agile tout notre système de fabrication, on a supprimé 2 lignes managériales, enfin 2 niveaux managériales. Ce qui a pour conséquence qu'on a globalement des managers aujourd'hui qui ont des équipes très importantes, de 50, 60, 70, 80 personnes. Et donc s'ils lâchent pas prise, ils sont aussi, enfin, ils peuvent pas, ils sont obligés de mais quand même, nos managers qui aimaient bien avoir leurs équipes en proximité, voir tout, entendre, contrôler, vérifier, etc., bah là, d'une certaine façon, voilà. Donc vous êtes en pleine transformation culturelle quand même. Oui, on est en pleine transformation culturelle, portée, animée par un projet qu'on a identifié en 2018, mis en œuvre depuis début 2019, qui répondait à la nécessité de notre capacité d'améliorer notre capacité à délivrer, parce que nos partenaires, qui sont les caisses régionales du Crédit Agricole, attendent de nous que nous soyons des moteurs de la transformation digitale de leur activité, soit dans le cadre de la relation client, soit dans le fonctionnement intrinsèque des entreprises. Et donc, moteur de la transformation digitale des caisses régionales du Crédit Agricole, on a une obligation d'accélération de notre capacité à produire de la valeur et produire des solutions qui répondent à leurs attentes. Et donc, on s'est organisé dans le mode agile justement pour accélérer notre capacité à délivrer. On a un indicateur qu'on appelle le TTM, le Time to Market, dont on a divisé par 3, on était à 18 mois de delivery moyen, on est quasiment à 7 mois aujourd'hui, on a une ambition à 6 mois. Donc voilà, on a un certain nombre d'indicateurs stratégiques que nous suivons comme ça, qui nous ont imposé de transformer la culture fondamentalement. Oui. Et le lâcher-prise n'a pas mal joué sur l'indicateur Time to Market? Je crois pas. Hein. Enfin, je suis sûr que non. Parce que les équipes sont responsables. Ouais. Et le modèle, moi je découvre, très, très humblement, je découvre la théorie de l'organisation agile. Je dis la théorie parce que finalement dans la pratique, je le découvre moins, mais j'avoue que quand je suis arrivé à CATS il y a bientôt 1 an, je me suis dit, bon, c'est quand même du marketing ça. C'est des mots, voilà, il y a des anglicismes, des Scrum Masters, des daily, des machins. Enfin voilà, on est dans l'environnement un peu de la communication. Et puis au bout de quelques mois, si ce n'est semaines, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Il y a derrière cela fondamentalement une organisation qui répond aux aspirations d'une génération de salariés qui n'est plus la mienne. Et en tout cas qui attend autre chose de la part de l'entreprise. Et notamment cette capacité à ce que l'entreprise témoigne de la confiance et de la prise de responsabilité. Et eux-mêmes sont prêts à prendre la responsabilité en face? Ouais, parce que ça, c'est un sujet. Ouais. Enfin, moi, finalement, en tant que manager, peut-être plus en tant que manager que RH dans le fond, ma responsabilité à moi, c'est d'être en permanence à donner le sens. Je pense que dans la mesure, enfin en tout cas c'est comme ça que je vis mon métier de manager.
Et concrètement, ça se traduit comment? Ben, ça se traduit que toutes mes prises de parole vis-à-vis de mes équipes RH aujourd'hui, mes prises de parole sont pour expliquer pourquoi on fait les choses. Quelle est l'utilité pour l'entreprise de notre action? En quoi ça répond aux préoccupations stratégiques de l'entreprise? En quoi ça nourrit la finalité même du groupe Crédit Agricole? Donc c'est donner le sens et apporter de la cohérence entre les décisions que nous pouvons prendre et finalement ce sens et cette finalité profonde qui est celle de l'entreprise. Ça, c'est mon boulot. Et c'est mon boulot, c'est d'être garant de ça. Donc c'est de communiquer, c'est d'expliquer et c'est de garant. Une fois qu'on a déterminé avec mes équipes que pour nourrir cette ambition incarnée par le sens et l'utilité, eh bien, on a des projets à construire derrière. Mais moi, je suis, et je l'avais d'ailleurs écrit en ce sens, mais je suis toujours surpris de la capacité des équipes à se mobiliser pour produire. Dès l'instant où on leur laisse le champ, dès l'instant où on leur laisse la capacité à s'exprimer, dès l'instant où on est à leur disposition parfois pour répondre à leurs questions, pour arbitrer des sujets, pour réorienter le cas échéant, pour les rassurer, et pour les encourager, mais les équipes produisent. Là, pour prendre un exemple tout à fait concret, hier matin, nous avions un point de synchronisation avec une équipe projet de la DRH qui travaille sur la refonte de la GPEC. C'est un vaste projet. Et j'ai là dans mes équipes, 3 personnes à qui j'ai confié cette mission de repenser, de refondre la GPEC de l'entreprise. On a fait un point de synchro hier, le premier, parce que le projet a démarré en début d'année, c'était le premier point de synchro vraiment qu'on faisait hier. J'étais bluffé, à la fois du contenu, de la matière qui avait déjà été travaillée, et puis de la conceptualisation qui en a été sortie déjà, j'ai été complètement bluffé. Et puis non seulement c'était pas mal présenté en PowerPoint, mais c'était incarné, quoi. Ouais, c'est surtout ça. C'est que du coup, c'est incarné. Ouais. C'était pas juste ce que vous aviez dit qu'ils ont fait. C'est ça. C'était vraiment eux. Et dans la façon dont avec les mots qu'ils employaient, c'était vraiment voilà. Et on sentait derrière que non seulement c'était incarné par eux, mais que derrière ils ont su entraîner derrière eux des équipes. D'acteurs, de collaborateurs, de développeurs d'entreprise qui ont nourri les choses. Et ça va être essentiel sur la réussite et sur le déploiement, en fait. Eh ben, écoutez, moi, ça, c'est ma conviction. C'est que sur des grands projets comme ça, type GPEC, c'est sûr qu'il est probable que nos équipes n'auront pas la capacité de me présenter un super document extrêmement bien écrit, dessiné, etc. Mais par le fait de les avoir associés complètement à la nature du projet, à la réflexion, à la construction du projet, l'accompagnement du changement derrière, il est fait, quoi. On a gagné un temps fou. C'est pas le projet du DRH, c'est un projet de l'équipe et in fine des collaborateurs. Et je reviendrai bien quand tout à l'heure vous parliez de lâcher prise, parce que ce qui est intéressant, c'est que le lâcher prise, en fait, le lâcher prise, c'est pas tout lâcher, c'est fixer une destination, même pour soi-même, et accepter de ne pas savoir le chemin qui va être pris. Et en fait, c'est exactement ça dont vous parlez. C'est-à-dire qu'en fait, on sait où on va, on sait pourquoi on y va, mais vous acceptez en tant que manager que le chemin qui soit pris, quelque part, vous ne le maîtrisiez pas. En tout cas, pas complètement. Je vais vous répondre par une image. Moi, j'ai fait mon service militaire dans la marine. J'étais matelot avec mon petit pompon rouge, enfin voilà. Avec le recul, et pour avoir repensé à cette expérience, ce qui m'impressionne dans la marine, c'est que le commandant du bateau, c'est pas lui qui pilote. C'est pas lui qui tient la barre. Celui qui tient la barre, c'est... moi, j'ai navigué un tout petit peu. Celui qui tenait la barre, c'est mon copain, quoi, qui était appelé comme moi, appelé du contingent, et qui n'était... Le pacha, comme on l'appelait, le commandant du bâtiment, du navire, il était en train de faire ce pourquoi il était payé, c'est-à-dire à réfléchir à la stratégie, à la tactique d'attaque, si cas échéant, ou à réfléchir à l'exercice qu'il était en train de faire, mais il n'était pas en train de tenir la barre. C'est le matelot qui tient la barre. Et ça marche dans la marine.
Parce que le matelot, il sait où il doit aller. Et à un moment donné, s'il doit tourner la barre à droite ou à gauche parce qu'il y a quelque chose, c'est sa responsabilité, mais il sait le cap à tenir. Et je trouve ça extrêmement... Enfin, aujourd'hui, ça m'interroge. En tout cas, ça me parle, cette expérience que j'ai vécue. Quand on voit que le Charles de Gaulle, aujourd'hui, est un bateau à plusieurs milliards d'euros avec des milliers de personnes à bord et des avions, etc., qui est, qui est barré et conduit par un matelot. On a sans doute des choses à apprendre de cette conception managériale, qui est différente de l'aéronautique. L'aéronautique, le commandeur, c'est lui qui commande, c'est lui qui pilote. Et donc c'est un peu ça. Enfin, je prends cette image parce que elle est un peu anecdotique, mais je trouve qu'elle illustre bien l'état d'esprit qui est le mien. C'est-à-dire, oui, moi je tiens la barre. Oui, moi je fixe le cap. Je fixe le cap, je sais qu'on a un projet stratégique au niveau RH qui s'appelle GPEC parce qu'il y a des enjeux derrière, etc. Il faut qu'on y arrive, il faut qu'on arrive à délivrer ça, etc. Maintenant, qui connaît mieux les métiers? Qui connaît mieux l'entreprise? Qui connaît mieux ses rouages? Qui connaît mieux les interactions entre les hommes et les femmes? Qui connaît mieux les passerelles entre les métiers? C'est pas moi, c'est mes collaborateurs et derrière eux, l'ensemble des équipes de l'entreprise. Donc je préfère associer les équipes de l'entreprise à la définition et à la construction effectivement de ce projet. D'accord, et être là pour les inspirer, tout simplement, effectivement. Et du coup, on parlait d'enjeux, donc on a parlé de management, on a parlé de désociabilisation des collaborateurs. Quels sont les autres enjeux? Donc, de façon un peu moins conjoncturelle que ce qu'on vient d'évoquer, notamment autour de la gestion de la crise sanitaire, plus spécifiquement pour l'entreprise Crédit Agricole Technologies et Services, je parlais de recrutement tout à l'heure. En gros, on a recruté 700 collaborateurs au 31 décembre 2020 sur les 2 dernières années, sur 1600. Donc vous voyez, c'est beaucoup. Mais on a réussi, je crois, et les équipes avant moi, avant que je sois là, parce que je n'étais pas là, j'étais pas là à l'époque, mais les équipes ont vraiment réussi à relever le défi de l'attractivité. Ça a été le premier défi de la RH. Comment? En professionnalisant beaucoup l'activité de recrutement. C'est-à-dire que on a investi, mais les équipes qui me précédaient ont fait des choix d'investissement sur des compétences de recrutement. Et puis en travaillant beaucoup aussi la dimension, évidemment, réseaux sociaux. LinkedIn a été un formidable accélérateur de développement de la marque employeur. On a beaucoup travaillé aussi, et ils ont beaucoup travaillé autour de l'écosystème de la formation IT, donc les partenariats à l'école, les présences dans les forums. Donc il y a eu un gros travail à la fois de communication et à la fois de présence qui a permis effectivement de faire connaître les métiers de Crédit Agricole Technologies et Services, faire connaître le projet, parce que je pense qu'on a gagné l'attractivité aussi par le projet de transformation. De cette ampleur, je crois que, et de cette ampleur et par la dimension générale qu'on a voulu mettre dans ce projet, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement quelques compartiments de l'entreprise qui ont basculé en mode agile, c'est vraiment aujourd'hui toute l'entreprise. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui d'organisations qui ont fait ce chemin de façon aussi radicale. Et je pense que ce projet a aussi été un point d'ancrage pour réussir l'attractivité, le défi de l'attractivité. Et il reste? Alors justement, c'est le défi, c'est pour moi le défi quasiment numéro 1 que j'ai à relever avec mes équipes aujourd'hui, c'est le défi de la fidélité. Ouais. Et c'est pour ça que je parlais de GPEC tout à l'heure. Ouais. Il est essentiel qu'on arrive effectivement aujourd'hui à dessiner des trajectoires, dessiner des itinéraires. D'ailleurs, notre projet s'appelle Itinéraire, parce qu'on veut poser vraiment l'idée que dans l'entreprise, Crédit Agricole Technologies et Services, on a des trajectoires, on a des itinéraires qui peuvent être croisés, différents, ascensionnels, transversaux, etc. Mais en tout cas, on veut poser tout cela pour que durablement, nos équipes aient envie de s'investir.
et non pas pour 2 ans et partir ailleurs. Donc les ingrédients de la fidélisation, pour vous, c'est le projet, parce qu'ils sont quand même venus pour ça, et la trajectoire professionnelle qu'ils peuvent avoir dans ce cadre-là. Oui, alors c'est un peu réducteur aussi, parce que moi j'essaye de porter dans... comment je peux appeler ça? J'essaie de jouer sur plusieurs éléments, plusieurs tableaux. En effet, il y a des trucs, il y a des éléments très pratico-pratiques, comme ce qu'on vient d'exprimer, autour, par exemple, chez Crédit Agricole Technologies et Services, votre trajectoire professionnelle, vous pouvez la construire comme cela. Bon, ça, c'est une dimension pratico-pratique, je veux dire, de la façon dont on peut mener sa carrière. Par contre, à côté de ça, on travaille d'autres plans qui sont un peu plus psychologiques, notamment autour du sens, notamment autour de la cohérence, notamment autour de la reconnaissance, notamment autour de la transparence. Tout ça sont des facteurs que j'essaie de décliner sur l'ensemble des politiques RH, notamment les politiques de rémunération, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, les politiques de rémunération sont, à mon goût, pas suffisamment explicites, expliquées et pas suffisamment transparentes. Et d'ailleurs, les collaborateurs de l'entreprise nous posent régulièrement la question, mais pourquoi lui il a ça et pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui explique la différence de salaire entre lui et moi? Donc la fidélisation est aussi la conséquence d'une certaine forme de confiance dans l'équité, dans la sincérité, dans la transparence de l'ensemble de nos politiques. Et c'est particulièrement vrai d'ailleurs sur la rémunération, c'est sûr. Et c'est là que la DRH joue ce rôle d'influenceuse, Ouais. comme vous disiez. Oui, c'est ce que j'aime dans la fonction RH, c'est cette dimension soft power qui, mine de rien, sans faire de bruit, peut transformer effectivement une organisation et transformer la vie d'une entreprise. Parce que dans l'ensemble de ces politiques, elle peut effectivement accompagner des changements de posture, des changements de pratique qui conditionnent la vie de l'entreprise dans un sens ou dans un autre. Et comment elle fait? Comment elle fait? D'abord, alors évidemment, il y a une relation qui a été renforcée pendant la crise sanitaire, de proximité importante à développer avec la gouvernance de l'entreprise et notamment la direction générale. La proximité avec la direction générale facilite cette capacité à changer le mindset de l'entreprise sur des fonctions sociales, sur des domaines sociaux, sur le domaine social. Donc le DRH ne peut rien faire tout seul. J'ai bien conscience, je suis parfaitement lucide sur le fait qu'il est plus aisé de changer ou de faire évoluer l'entreprise quand on a un parfait alignement entre la direction générale et la DRH. Ce qui est le cas ici, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, moi je pense que la fonction RH peut faire évoluer aussi, peut influencer largement l'entreprise en définissant des politiques, en les expliquant et en les tenant. On vient de redéfinir par exemple ici toute la politique de reconnaissance de la performance individuelle, qui était un peu clientéliste jusque-là et on a redéfini des règles, enfin, au-delà des règles, c'est surtout un encadrement de pratiques qui soit cohérent avec notre projet et nos valeurs. Le fait de redéfinir ces règles, de les valider en COMEX ou avec la direction générale, de les partager après au comité de direction, forcément ça influe les comportements de l'entreprise. Mais c'est sûr que la DRH toute seule ne se bat pas contre... Non, mais elle initie le mouvement. Elle initie le mouvement, c'est ça. Et elle est exemplaire. Elle essaye. Elle essaye de l'être. Elle essaye de l'être, en tout cas. Parce qu'un influenceur, c'est aussi un peu un rôle modèle, quelque part. Oui, absolument. Oui.
Et c'est parfois, je suis plus intransigeant avec mes propres équipes que je le suis avec les équipes des autres. Oui, j'imagine. Justement pour cette nécessité d'exemplarité. Ouais. Et du coup, j'avais encore une question. Quand on a préparé l'interview, on parlait un petit peu de votre arrivée à la RH, dans votre poste actuel, etc. Et quelque part, vous êtes arrivé pour terminer, pour vraiment mettre en place cette transformation. Donc, c'est quoi les clés pour passer de penser la transformation à la mettre en place, en fait, concrètement? En fait, il y a 2 temps. Et enfin, je le vois comme ça. Il y a un premier temps, enfin, il y en a 3. Il y a un temps de préparation. Donc la transfo, ça se réfléchit, ça se pense, ça se communique, ça s'explique, etc. Donc, ça, c'est le premier temps. Où d'ailleurs le directeur général précédent, parce que le directeur général a changé aussi il y a 1 an, a passé beaucoup de son temps à lui, justement, à parler du projet, lui donner du sens, lui expliquer, dessiner la trajectoire, tant en interne qu'en externe d'ailleurs, notamment dans l'écosystème du Crédit Agricole. Ça a été le premier temps. Le deuxième temps, c'est quand on se mobilise pour réussir les chantiers, les grands chantiers. Donc on s'est mobilisé pour réussir par exemple effectivement le recrutement dont je vous ai parlé. Il a fallu construire des usines à recrutement. C'est pas très joli, en tout cas mais pour aller chercher 700 collaborateurs en 2 ans. Il a fallu effectivement construire des modèles organisationnels, donc inspirés du mode agile, pour donner finalement des ambitions et des objectifs d'organisation cible à chacun des managers et des directeurs. Ça, c'est la phase de construction. Et puis, alors qui est assez exaltante, la phase de construction, elle est sympa, elle est exaltante, il y a de l'énergie, il y a vraiment beaucoup d'envie. Et puis bon, chez CATS, on a accompagné tout ça de rénovation de locaux, on a beaucoup investi aussi dans la qualité de vie au travail, physiquement, etc. Donc beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'enthousiasme, de plaisir, de goût de l'aventure. Enfin voilà, c'était vraiment très marqué. Et je pense que là, aujourd'hui, on est dans une 3e phase, dans une phase plus de consolidation de l'édifice, où au travers des politiques qu'on est en train de redéfinir et qu'on est en train de partager, notamment autour des politiques sociales, eh bien, on consolide finalement l'édifice pour que le travail de mes équipes précédentes qui vont recruter 700 personnes ne soit pas mis par terre au bout de 18 mois, 2 ans, parce que ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Ouais. Pour que nos organisations soient consolidées et soient complètement capables de produire et de délivrer autant qu'on l'avait imaginé. Donc on est dans cette phase-là de consolidation de l'édifice où alors c'est le paradoxe. Dans un modèle qu'on veut agile, on est en train de structurer, de remettre du cadre. Alors qu'on peut, parce que peut-être qu'on aurait pu imaginer que agilité et cadre ne fonctionnent pas ensemble. Moi, je ne crois pas trop à ça en fait. Je crois qu'on est très agile dans un cadre. Je dis souvent, les gens me disent, je veux donner de l'autonomie, mais comment je fais? En fait, il faut fixer un cadre d'abord, parce qu'on ne peut pas être autonome sans cadre. Ouais. Et pour avoir travaillé d'assez près avec quelques entreprises qui avaient basculé dans le mode... j'ai oublié le nom du grand théoricien de l'entreprise libérée. Oui. J'ai oublié. Moi aussi, mais ça va revenir. Isaac Getz. J'avais été surpris que les entreprises qui vont vraiment au bout de ce modèle de l'organisation, donc vraiment dans l'esprit d'Isaac Getz et de l'entreprise libérée, ont des cadres de fonctionnement qui sont extrêmement précis, extrêmement définis.
c'est pas que l'entreprise libérée, c'est pas que le DG qui travaille avec ses équipes, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Et je pense que le cadre a un côté extrêmement rassurant pour les collaborateurs qui ont besoin de connaître leur périmètre d'expression pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis sinon, comment est-ce que vous pouvez savoir quelle est votre marge de manœuvre, quelle est votre... Exactement. Vous pouvez pas. Et donc, et c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Certains de mes collègues du comité de direction me disent attends, mais non, mais là, c'est incompatible avec l'agile. Je dis pourquoi ? Pourquoi est-ce que le fait de dire voilà le cadre social du pilotage des augmentations individuelles, ça s'inscrit dans tel... pourquoi c'est contre-intuitif avec l'agile ? Il faut revenir à l'éducation des enfants. Si vous leur donnez pas de cadre, ils peuvent pas grandir. C'est ça. Et la période de transformation de départ, est-ce que c'est Oui. une période de réflexion qui est en chambre ou qui est déjà avec les équipes ? La première période dont vous parlez. Elle est assez... En fait, elle est partie plutôt du haut. Donc, elle est plutôt en mode top-down. Hein. Mais en impliquant quand même... Ou est-ce que c'est tout un process en chambre qui va après être dévoilé ? Non, c'est plutôt un process effectivement en chambre qui a été dévoilé, accompagné par des consultants, mais en même temps dans un modèle qui... Enfin, le modèle agile... à la sauce Spotify, il n'y a pas beaucoup d'exemples aujourd'hui qui permettaient localement de s'inspirer et donc on a été très accompagnés, et la direction générale de l'époque a été très accompagnée. Donc c'est plutôt un modèle qui est venu en top-down que bottom-up. Mais je pense que ça correspondait bien au moment. Ça correspondait bien au moment et il y avait une vraie impulsion de direction générale apportée à ce moment-là parce que les partenaires caisse régionale du Crédit Agricole étaient très exigeantes en termes de besoins. L'environnement de l'exercice du métier bancaire il y a 3 ans ou il y a 4 ans a été quand même a été très bouleversé par l'arrivée des néobanques et autres pure players. Donc voilà, on est dans ce contexte-là où à un moment donné on se dit il faut qu'on bouge. Ouais. Et l'impulsion, là, de dire il faut qu'on bouge, c'est vraiment une impulsion, effectivement. De la direction générale. Oui, direction générale. Bien sûr. Et, mais effectivement, en ayant vite mis les équipes quand même dedans après, pour pas qu'il y ait un décalage. Parce que parfois, on constate un décalage de maturité. C'est-à-dire que la direction générale, elle pense que ça y est, c'est fait. Donc tout le monde doit suivre. Et puis en fait, les collaborateurs, ils débarquent sur quelque chose de très nouveau pour eux et qui a été maturé pendant 2 ans. Absolument. Donc en fait, il y a juste un point de vigilance qui est de dire attention, il y a un moment donné, il faut tenir compte de ce temps d'embarquement des collaborateurs. Exactement. Je partage complètement. Et, alors, dans un contexte un peu singulier ici, c'est que l'entreprise finalement s'est construite sur ces 2 dernières années. Quand on recrute 700 collaborateurs, forcément l'entreprise se construit, la culture se construit et ce modèle finalement devient presque natif pour l'entreprise par le fait qu'on est au fur et à mesure. C'est très juste. Mais on a quand même, il y a eu un gros travail de communication et d'accompagnement des équipes qui a été mis en œuvre justement pour faire comprendre le projet, qui est un projet qui a rendu fier. Et pour acculturer ces 750 nouvelles personnes. C'est ça. Et c'est vraiment un projet aujourd'hui, l'entreprise, y compris les partenaires sociaux que je rencontre évidemment souvent, sont fiers du travail accompli ces 2 dernières années. Bravo. Vraiment. Mais c'est tout l'enjeu qui est le mien, moi qui prends la suite finalement, qui arrive dans la 3e phase, la 3e étape du temps de transfo, c'est de réussir cette consolidation en gardant cette envie, cette fierté, cet esprit de compétition, cette volonté d'avancer, de servir. C'est de maintenir la dynamique alors qu'on n'est plus dans le démarrage du projet. C'est ça. C'est vrai qu'en termes de conduite du changement, ça c'est un sacré challenge. Merci beaucoup. Mais de rien, c'était un grand plaisir. Merci à Benoît et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt.